à tous, bienvenue dans le Forum des lecteurs, en direct de la Foire de Brive et sur Corrèze TV. Il est temps maintenant de parler de bande dessinée pour un anniversaire d'une maison d'édition qui fête ses 15 ans cette année. Alors pour cet anniversaire, je suis entourée forcément des gens de cette maison d'édition. Richard Saint-Martin et Bonjour. Emmanuel Bouteille. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc vous êtes les fondateurs d'Aquileos et vous êtes venus avec deux auteurs, Édouard Court et Vincent Brujas. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Et bien peut-être déjà pour commencer, je vais raconter un petit peu l'histoire de votre maison, mais j'avais juste envie de savoir si le baptême avait un sens particulier, pourquoi vous avez choisi ce nom-là il y a 15 ans, en 2002. Il n'y a pas de raison particulière. Comment Aquileos est arrivé le nom? On s'en souvient encore parce qu'on commence à vieillir, même si 15 ans. 15 ans. C'est long, ça fatigue beaucoup. Non, pour faire rapidement, au départ, on a travaillé ensemble. On s'est rencontrés en stage chez un éditeur. Chez Delcourt, si j'ai bien compris. Chez Guy Delcourt, pour ne pas le citer. Et après, on a eu l'occasion de travailler 2 ans ensemble en librairie. Voilà, donc c'est là qu'on est devenus amis et qu'on a commencé à discuter de ce qu'on avait envie de faire, etc. Et de fil en aiguille, les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvés à un moment tous les deux en train de chercher un nouveau projet professionnel. Et donc ça s'est fait un peu tout seul et on s'est dit pourquoi pas se lancer. Moi j'avais déjà travaillé un peu dans des maisons d'édition, Richard avait travaillé plutôt sur Du marketing web. Marketing web, sur voilà. le livre toujours, mais sur D'accord. le marketing web. Et donc c'était un peu l'occasion rêvée de se lancer. Donc on est parti la fleur au fusil. En gros, on a fait publier 3 titres la première année. C'est à peu près ce que nous permettait de faire les petits moyens qu'on avait pour démarrer. Et il fallait que ça marche suffisamment pour continuer. Et ça, petit à petit, l'année suivante, c'était 6 titres. Et aujourd'hui, on publie environ une grosse vingtaine de titres par an. Et Aquileos, à l'époque, vous semblait un bon nom, une bonne sonorité. En l'occurrence, Voilà. oui, en fait, Aquileos, c'est un petit clin d'œil à un personnage de bande dessinée qu'on apprécie beaucoup, qui est Quand Achille même, Talon. pourquoi pas le raconter alors? Voilà, non mais ça revient doucettement, ça remonte. La nuit était dure aussi. Et finalement, voilà, on cherchait un nom qui débutait par un A. En se disant, voilà, Pour on être sera bien placé sur référencé. les têtes de lys, voilà, en arrivant ça a à marché Brive, pour dès Amazon. qu'on ouvrirait. Voilà. Et on est parti donc sur un clin d'œil à Achille Talon. Et comme on avait un ami qui nous avait fait le logo, je ne sais pas si on le voit encore sur un album, et qui est une espèce de casque d'hoplite, eh bien on est passé sur la racine grecque d'Achille, qui est donc Aquileos. Voilà, Si c'est vous voyez le logo, aussi bête, faudra ou simple s'approcher. que ça. Un casque rouge, une espèce de casque d'hoplite. Et voilà. Voilà finalement, grosso modo, l'origine du nom. et en tous les cas, a visiblement vous apporté bonheur, puisque votre maison peut aujourd'hui se targuer d'avoir déniché de nouveaux talents, d'avoir fait connaître, d'avoir fait découvrir des auteurs français, mais aussi des auteurs étrangers. Et donc vous avez une éditoriale très éclectique. Est-ce que vous pouvez un petit peu savoir donner les raisons pourquoi c'est tout ce qui vous plaît, c'est C'est principalement ça. Avec Emmanuel, on fonctionne en coup de cœur. En fait, on s'est toujours dit qu'on ne s'interdirait rien, sauf à l'origine de l'Heroic Fantasy, qu'on a quand même fini par faire, donc c'était passé. Et en fait, l'idée, c'est de représenter vraiment nos goûts, qu'on se retrouve nous dans un premier temps et qu'on partage ça. Donc ça va, c'est très très large. On essaye de faire, du moins ça représente un petit peu notre travail, notre sensibilité. Donc c'est l'équivalent de notre bibliothèque, de notre CD-thèque, de notre vidéothèque. Et ça brasse très très large. Ça va du noir et blanc à la couleur, du polar à la SF, en passant par la société, par l'humour. Mais l'idée première, c'est juste que ça nous plaise, qu'on ait un vrai coup de cœur. Et puis après, du coup, qu'on commence une collaboration sur une base positive, enjouée. Et par rapport aux achats, tout à l'heure vous parliez des titres étrangers avec lesquels vous avez commencé. Pourquoi c'était ce choix-là? Est-ce que c'était important économiquement parlant, ou quelle était la stratégie de commencer avec des titres étrangers? Alors en fait, au départ, on a commencé. En l'occurrence, le premier titre était un titre de création. C'était avec un auteur étranger, en l'occurrence un auteur allemand. Mais
C'était une création. Donc en fait, la frontière, pour nous, elle est pas très nette. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des auteurs étrangers dont on crée le projet. C'est-à-dire qu'on est les premiers à le publier. Et puis il y a des auteurs, il y a des achats de droits, donc de livres existants. Donc on a toujours fait les deux. Et c'est vrai, bon, par contre, quand on commence, on n'avait pas de contact avec des auteurs, ou si peu que... Enfin moi, en l'occurrence, les auteurs allemands avec qui on avait commencé, j'avais eu l'occasion de les rencontrer dans mon premier job en maison d'édition. Mais c'est au fur et à mesure des publications qui au départ étaient essentiellement donc des traductions ou quelques créations que en fait un éditeur il existe quand il publie des livres, et quand il commence à publier des livres on commence à lui soumettre des projets, et c'est comme ça que ça s'est fait organiquement. Se construit comme ça. Mais on a toujours voulu garder, on continue à regarder ce qui se publie à l'étranger et on veut garder les deux, quoi. La démarche n'est pas par défaut. Ça a oui, vraiment été par rapport aux achats de droits, aux licences, la démarche est exactement la même. C'est sur des coups de cœur qu'on va pour travailler aussi un projet américain, allemand, italien. Et en ce qui vous concerne, Vincent et Édouard, je vous appelle par vos prénoms, vous êtes arrivés comment chez Achilleos alors? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez connu la maison Nous, c'est simple, en fait, avec Ronan Touloat, mon dessinateur, on forme un duo. Et on voulait se faire éditer pour notre premier album, et on a fait la tournée des popotes à Angoulême en fait. On a pris la liste des éditeurs chez Angoulême, Achilleos, ça tombe bien. Ah bah décidément. Et voilà, vraiment... non, ça comme quoi. Et puis on leur a soumis, on avait on avait notre projet sous le bras, on est arrivé avec notre projet, on l'a distribué à tous les éditeurs. Et c'est Emmanuel qui nous a renvoyé un mail un mois plus tard peut-être pour dire qu'en gros le projet lui plaisait pas, mais que la forme par contre lui plaisait. Et on parle de ce projet-là? Alors non, c'était encore un autre truc. Encore avant. Et qui n'a pas été fait parce que le projet plaisait pas, mais la forme par contre leur plaisait. Et donc là on avait une touche, on va dire. Donc on a proposé 2 autres projets, et c'était celui-là qui avait un petit peu ce qui était sorti. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait, tout simplement. Donc Bloc 109 est le premier ouvrage que vous avez publié chez Achilleos. Et c'est le premier ouvrage qu'on a publié tout court. Voilà. Et là donc il vient de sortir en intégrale, et c'est un de vos gros succès. Et c'est en fait, il faut suivre pour Bloc 109. Bloc 109, effectivement, celui-ci, le premier à être sorti. À l'époque, sous un format souple, qu'on vient récemment de passer sur un format cartonné. Et en parallèle, en continuité, les auteurs ont voulu continuer à travailler dans cet univers-là, donc ont sorti d'autres récits. On a sorti sur un format des récits complets, qu'on a sorti sur un format plus grand. Et au mois de septembre-octobre, est sortie effectivement une intégrale au format de celui-ci, qui regroupe les 6 récits de cet univers-là. Donc tout l'univers de Bloc 109 est maintenant à retrouver en 2 livres, deux ouvrages. 2 gros bouquins. Ouais. Mais c'est ce qui a fait notre... Et c'était effectivement leur première publication, et ça a été, chance pour nous et aussi pour eux, un succès immédiat. Sur ce titre-là, un succès immédiat, les libraires s'en sont emparés, et il y a eu tout de suite un répondant. Et ça nous a aussi, nous, aidé finalement à bien nous positionner, à bien définir, à bien exister tout simplement auprès des libraires. C'est-à-dire à être identifié. Voilà. Ouais. Tout de suite, il y avait un titre référent quand on évoquait Achilleos. Chez un libraire ou auprès de lecteurs en festival, il y avait au moins un titre référent. Ouais. Ah oui, je connais, ils ont fait ça. Et en quelques mots, c'est une uchronie. C'était une uchronie, voilà. À partir dans la Seconde Guerre mondiale. En fait, on avait besoin d'un monde très sombre. Alors on avait créé une uchronie où il y avait le choix que entre les Staline et puis Hitler, voilà. Mais l'Uchronie n'était pas le but. Il y avait vraiment une histoire qu'on voulait raconter. C'était une histoire de fin du monde, voilà. Et on s'était dit que jouer avec l'histoire pouvait être intéressant. Et c'est tombé pile à une période où l'Uchronie est vraiment revenue en force. Et on était parmi les premiers en fait à. Alors, il y avait beaucoup de gens qui bossaient sur l'Uchronie au même moment, mais on a été parmi les premiers à sortir. Donc, c'était vraiment dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps, aussi. Ouais. Et juste pour revenir un petit peu, l'histoire de votre duo, vous étiez copains d'école, de BD. On était copains de lycée, et on a cherché pendant 5 ans à se faire éditer, en allant sur les salons, en évoluant, en créant plein de projets. Et on avait été aidé par une association qui nous donnait un peu de fonds pour pouvoir faire un vrai projet, un truc solide. On avait même notre t-shirt avec notre héros, éditez-le, c'était ridicule maintenant quand on y pense. La persévérance. Et ils nous avaient payé le voyage à Angoulême justement dans la journée.
Et c'est là que ça a débuté. Mais ça faisait bien 5 ans qu'on allait voir les éditeurs, qu'on recevait des critiques, qu'on s'en prenait plein la tronche à chaque fois, mais qu'on progressait. Oh, Et vous publiez toujours ensemble? Vous avez toujours pour des le coup, projets le duo, il marche toujours, communs. on publie toujours. Oui. Voilà. Et notamment, vous avez publié Le ensemble. Roi des Ribauds, toujours chez Achilleos, un peu plus tard. Et là, on a publié une série, Iradei, chez Dargaud, toujours ensemble. Voilà. Et Édouard Court, est-ce que votre parcours, votre rencontre avec la maison d'édition a été un peu similaire ou comment vous êtes arrivé dans cette course? Ça ressemble pas mal, oui. J'ai fait ça tout seul et moins physiquement. Moi, j'étais sur Wikipédia, j'ai tapé éditeur BD français. J'ai pris toute la liste et pareil, comme il disait, on passe voir quand même chez tout le monde au cas où pour avoir un maximum de retours. Mais avec Ilios, on était un des seuls à déjà ne pas m'envoyer un mail générique. Je sentais qu'il me parlait à moi. C'était pas ça nous intéresse, mais voilà, là c'était on est intéressé, peut-on s'appeler? Et donc, dans la journée, ou 1 ou 2 jours après, on s'est appelé. Et puis, ils m'ont dit, faut peut-être changer un peu le format, ceci, cela. Je dis, oui, c'est parti. Et, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et puis, c'était le début, après, d'une relation de confiance. Et vraiment, voilà, on s'est parlé très vite. Et c'est ça, moi, qui m'a fait me dire, je vais là. Ils ont le temps de me parler, c'est peut-être chez eux que j'ai envie de démarrer. C'est la singularité, la caractéristique qui vous a aussi plu en travaillant avec cette maison? Au début, après, il y a eu plein d'autres choses, mais au début, oui, ce côté de les avoir entendus et voilà, d'avoir un rapport humain tout de suite. Je me suis dit, ils ont le temps, ils vont peut-être avoir aussi un peu plus le temps de m'aider parce que je démarre et que je vais avoir peut-être plein de questions, de choses, voilà, un peu moins huilées. Et puis une fois que c'était installé, c'est d'autres choses qui m'ont fait rester. Et justement, ces choses, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre développer un peu? Comment vous travaillez? Voilà. Fondamentalement, la confiance. Le fait qu'au début, je leur vende 2 tomes d'Héraclès, puis que quand je leur dis que ça déborde, ils disent allez, on en fait 3, ça va. Ok, ça déjà, ça m'a rassuré. Le fait que dès le début, ils me disent on ira au bout, quoi qu'il arrive, ça aussi, ça me permettait de ne pas commencer par un truc pas fini. On vous le dit pas forcément. Il y a des maisons d'édition qui vous... Il y en a beaucoup qui vont dire on va voir si ça marche et puis voilà, mais là pour un premier truc, se dire quoi qu'il arrive on va le finir, ça me rassurait parce que commencer par un truc pas fini, c'est le genre d'expérience où les gens n'y retournent pas en général. Et puis après, ce qui fait que je suis resté, c'est que je leur disais j'ai envie de faire ça, ils me disaient c'est parti. Donc très bien, pas besoin de les convaincre 12 000 fois de batailler. Et pourtant, c'était pas évident. Héraclès, je rappelle quand même. Héraclès, puis au Sensei, voilà. Puis ça, la série jeunesse qui est en cours. Et Héraclès, qui est l'histoire d'Hercule. Tout à fait, donc voilà. Vous vous êtes plongé dans l'histoire de ce héros pendant plusieurs années. Exactement, j'ai tout piqué aux Grecs. Ça me rassurait bien d'avoir une histoire déjà plutôt bien validée par les âges. Si on en parle encore 3000 ans après, c'est qu'il y a un truc peut-être intéressant dedans. Donc je me cachais derrière ça au début, à dire l'histoire indépendamment de moi est intéressante. Et puis après, j'ai creusé. C'est mon compte rendu de tout ce que j'ai découvert. Et après avoir autant creusé, en quelques mots, parce que ça pourrait être l'objet d'une disserte, qu'est-ce qui fait selon vous qu'il a à ce point que c'est une histoire qui a autant traversé les époques et les âges? Déjà c'est très dur à savoir en fait. Il y a beaucoup de versions. Je pense que il y a ce côté héros qui gagne tout le temps, qui à la base devait fasciner les gens. Mais j'ai l'impression que ce qui fait que ça reste, c'est que c'est une histoire très étrange. On a beaucoup de mal, à mon avis, à appliquer le monomythe, cette fameuse analyse de tous les mythes sont construits pareil. J'ai l'impression que sur Héraclès, ça colle pas tant que ça. Il suit pas la structure qu'on attend. Et ça surprend. Puis après, il y a tous ces petits détails. Chaque travail va susciter un intérêt chez quelqu'un. Mais ce qui m'étonnait, c'est qu'on oubliait toujours la totalité. On retient toujours un bout. Et j'avais envie de tout recoller ensemble. Et là, donc, pareil, vous avez pu sortir une intégrale de plus de 400 pages. Donc maintenant, on a fini et il y a tout ensemble, l'histoire. Initialement, il y avait trois ouvrages de 160 pages, c'est ça? 150, dans ces eaux-là. ouais. Et oui, effectivement, finalement, on a réuni ça. C'est pareil, c'était sur un format souple. Et là aussi, on est basculé sur un livre qu'on souhaitait, avec Édouard, qu'on souhaitait assez beau, un bel objet.
et pour réunir également tous les ouvrages. La petite particularité, c'est qu'il existe également une édition qui reproduit au plus proche les planches originales d'Édouard, donc qui est au format de son travail en noir et blanc, qui est sensiblement, mais qui est un objet un peu plus volumineux également. Et c'était pareil, c'était pour servir la cause. Et justement, ces intégrales, vous avez quel rapport avec? C'est comme une consécration? C'est comme... Oui, c'était un plaisir de n'avoir déjà plus qu'une couverture à faire. Sortir un nouvel album en faisant juste une couverture, c'est magique. Et quelle couverture? Ah, en plus, du coup, j'ai pu passer du temps dessus, oui. Je me suis bien amusé. Le graphiste est revenu à la charge. Et puis, oui, c'est le plaisir d'avoir, je sais pas, un objet fini, quelque chose qui reste, témoignage d'un tout, avec tous vos intégrales aussi, ça fait ça, quoi. Ouais. Vous aussi, ouais. Pour le coup, en plus, les one-shots de Bloc 109, c'était vraiment notre apprentissage avec Ronan au fur et à mesure. On voyait vraiment notre progression et le fait de voir tout ça en intégrale, il y a vraiment un côté parcours de notre expérience, comment on a évolué, et voir tout ça rassemblé, c'est vraiment c'est extrêmement gratifiant en fait. Et puis ça permet de vraiment avoir tout l'univers Bloc 109 réuni en 2 livres qui se présentent de manière beaucoup plus simple. Voilà, vous avez le Bloc 109, le livre, vous avez l'univers, tout est rassemblé, et il y a un côté, en effet, le travail il est fini, ça y est, on tourne une page, et c'est vrai que c'est assez gratifiant. Mais c'est un aboutissement aussi pour eux, au moins pour les titres édités, mais ça représente aussi quelque chose pour nous, puisque c'est une évolution aussi dans notre approche, où on a appris aussi au fil du temps, et on est passé sur des ouvrages qu'on voulait vraiment les plus nobles, les plus beaux, les plus travaillés. En termes de fabrication. En termes de fabrication, en termes de rendu, voilà, ça colle aussi à ça, et ça suit leur parcours aussi finalement. Et justement, comme vous avez des titres très différents dans votre catalogue, est-ce que vous avez des projets tout ce qu'on vous propose, les auteurs, c'est vraiment tous les univers, ou est-ce que vous avez des conseils aux jeunes auteurs qui veulent se faire éditer, parce que c'est toujours quelque chose qui vient? Oui, alors le conseil, c'est vrai que dans les projets qu'on nous soumet, les gens nous contactent des fois et nous disent qu'est-ce que vous cherchez, et on leur dit toujours non, on cherche rien, on cherche. Soumettez-nous vos projets, et s'ils nous plaisent ou pas, on les choisira s'ils nous plaisent. Moi, le côté, quelle est votre ligne éditoriale? Moi, la ligne éditoriale, il y en a peut-être une, et apparemment, ce que nous disent certains, il y en a une, mais je veux pas qu'elle soit consciente. Je veux pas qu'elle soit écrite sur le papier, et avec Richard, on est d'accord là-dessus. Il faut que ça va refléter ce qu'on est, mais c'est indirect, c'est pas calculé. Donc, par exemple, quand Ronan et Vincent nous ont proposé leur premier projet, voilà, on était séduits par l'approche. On voyait qu'ils se décourageaient pas quand on leur disait non, ce qui est déjà un signe fort, parce que voilà, ils en ont pris de notre part des refus, et pas que de notre part, mais ils revenaient à chaque fois, et à chaque fois, il y avait quelque chose dans la maîtrise technique qui s'améliore. Vous argumentez, vous leur donniez des... Voilà, et puis à un moment, c'est arrivé dans les propositions de projets sur des thèmes qui nous plaisaient, parce que bon, il se trouve qu'on a fait des études d'histoire tous les 3, donc c'est pas un hasard quelque part, mais c'était pas calculé. Je lui ai pas dit, tiens, fais-nous une uchronie, c'est un truc qui marche. Et en l'occurrence, dans son projet, ce que j'ai aimé, l'idée d'uchronie me séduisait bien. Et je trouvais que quand j'ai lu le synopsis, c'était dans un contexte historique qui évoquait des repères, mais c'était l'histoire d'un personnage, de Zitek, et qu'elle était surprenante, qu'elle n'allait pas dans les directions auxquelles qu'on imaginait. Et c'est ça qui m'a plu, quoi. Pour Édouard, on a reçu, je l'ai encore, le petit fascicule imprimé avec les premières esquisses, etc. Donc la première séduction, elle est graphique, évidemment, parce que c'est ça qu'on voit en premier. Mais après, ce qu'on a trouvé séduisant, c'était l'approche humoristique qui tranchait un peu. Alors, on a souvent vu le récit d'Hercule sous l'aspect dramatique, héroïque, même s'il y a un aspect dramatique et qui est même très fort. Le premier angle d'approche était très décalé, quoi. Un humour un peu décalé, et c'est ça qui nous a plu. Donc, après, dans les projets, c'est vraiment la première impression, qui est souvent effectivement graphique. Après, on se plonge, on demande un synopsis, une idée du découpage narratif. Et là, on voit s'il y a quelque chose qui se déclenche, une envie qui se déclenche.
Mais on va pas dire aux gens, oui c'est bien, mais alors nous on a plutôt un projet de science-fiction, alors est-ce que ça vous dit pas de faire ça, quoi. Ouais. On fonctionne pas comme ça. C'est aussi parce que ce qu'on peut apporter par rapport à un éditeur plus important, c'est qu'on va donner un espace de liberté, que ce soit dans la forme, le nombre de pages de l'ouvrage par exemple, le format du livre, ça reste complètement ouvert au départ, parce que ça doit s'adapter au projet et pas l'inverse. On envisage vraiment le développement du projet comme une collaboration. On Avec essaye les au auteurs. maximum de faire en sorte que l'auteur, de l'accompagner, de répondre à ses demandes, ses questions, et de le faire au plus près avec lui, mais sans rien lui imposer. Finalement, les projets sont propres. Ce qui est intéressant dans les projets, là en l'occurrence de Vincent et son dessinateur Ronan, d'Edouard ou d'autres, c'est que ça vient d'eux. Ce sont des projets qui portent. Ils ne cherchent pas à répondre à quelque chose. Ce sont des choses qu'ils ont, eux, envie de développer. Donc nous, finalement, on se met à leur service et on essaye de les accompagner du mieux possible. Dans la forme, dans le fond, sur tout le développement. Et j'ai un exemple pour ça. C'est aussi ce qu'on demande finalement aux auteurs qui développent, qui travaillent, qui souhaitent faire de la BD, c'est essayez pas aussi de répondre à quelque chose. Alors vous pouvez le faire, mais est-ce que vous ferez plaisir? J'en doute. Il faut que ça reste un plaisir aussi. Et on essaye de leur dire, mais venez avec ce que vous portez en vous. Ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est pas autre chose. Mais j'ai un exemple très flagrant pour ça qui exprime un peu aussi le côté chasseur, prédateur de Richard vos et éditeurs. d'Emmanuel. C'était que Le Roi des Ribauds à la base devait se faire chez un autre éditeur qui avait D'accord. été intéressé et qui nous avait demandé faut que ça fasse 100 pages le premier tome, faut que ça se termine comme ceci, faut que ça fasse ceci, cela. On avait développé le projet et finalement ça leur avait pas plu et ils l'avaient rejeté. Et on était un petit peu déçus et on présente un autre projet à Richard et Emmanuel parce que voilà, on veut. Et là, Richard me dit non, mais moi, j'en veux pas de ton projet. Alors on dit 2 refus de suite. Et il nous dit mais Le Roi des Ribauds, moi, je le veux. En fait, il attendait depuis des mois que ça soit jarté par l'autre éditeur. Et il était là, je le veux celui-là. Par contre, t'enlèves tout ce que t'as fait Vous pour. lui aviez montré. On l'avait montré parce Ouais, que nous on est transparent, on montre tout, on explique tout, on parle à tout le monde. Et il nous a dit par contre vous enlevez tout ce que vous avez fait pour faire plaisir et pour que ce qu'exigeait l'autre éditeur. Moi je veux que vous fassiez ce que vous vouliez à la base sur ce projet-là. Et en gros si Le Roi des Ribauds a cette forme-là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a été fait chez Akileos en collaboration avec Akileos. Et il a ce format-là aujourd'hui parce qu'il y a ça. Ça c'est évident. Et vous êtes toujours d'accord? Non, évidemment non, mais on va dire que le nombre de fois où on est d'accord est plus important que celui où on n'est pas d'accord. Donc en général, non mais c'est arrivé, évidemment c'est arrivé sur certains projets, mais la règle a priori c'est que ça fasse l'unanimité entre nous deux, au moins pour le choisir, pour dire on va le faire. Et après sur le choix de la forme, en général c'est vraiment organique, quoi. Donc c'est avec les auteurs. Nous, on fait partie on est chacun une entité dans la discussion, mais c'est pas quelqu'un qui va imposer son choix. L'idée, c'est d'arriver en fonction des contraintes. Alors nous, on va évidemment aussi, par exemple, amener des contraintes de fabrication, des contraintes commerciales, en disant bah oui, mais si tu fais un album noir et blanc de 35 cm sur 60, ça va être un peu compliqué, ça risque de coûter cher et les libraires vont pas aimer. Voilà. Enfin, mais au départ, on se laisse toutes les portes ouvertes. Et après, c'est une discussion. Et je dis pas que c'est jamais arrivé qu'on n'arrive pas à trouver un point d'accord, mais pratiquement, il y a toujours un moyen de trouver l'équilibre, en tout cas. Peut-être que on raconte souvent que les choses qui posent qui font le plus discussion, c'est les couvertures. Parce que les couvertures, c'est presque autre chose que le livre. C'est le panneau, c'est le drapeau qui fait signe au lecteur, regarde-moi, et qu'effectivement, il y a des contraintes qui ne sont pas uniquement créatives à proprement parler. Mais là encore, l'idée, c'est aussi de dire toujours aux auteurs, faites-nous une proposition de couverture, une ou deux, et on va choisir celle qui nous semble la plus pertinente. Et s'il n'y en a pas, on va vous encourager à en faire une autre, éventuellement suggérer une idée, mais c'est pas... voilà. Si je me trompe pas, Héraclès, au tout début, c'était en noir et blanc, c'est ça?
Non, pardon, excusez-moi. Non, Non, c'est pardon, vraiment en oui. couleur. Et en fait, on a... Dès le début, c'était en couleur. C'était Pardon, je créé croyais avec que la c'était- couleur. La couleur fait partie même pour l'ambiance D'accord. grecque, chaude, tout ça. Ouais. Donc, sur une palette très ocre. Donc ça, Oui, c'était comme ça, ça de donne envie base. de la montrer d'ailleurs. Mais la version noir et blanc peut être lue telle qu'elle aussi. Ça peut marcher sans. Ouais, bah, évidemment, j'arrive sur une page en noir et blanc. Je sais pas si on voit un petit peu. Pas très pratique. Et il y a quelques années, 5-6 ans, vous vous êtes lancé dans la jeunesse. Et pourquoi vous avez décidé ça et Alors, c'est la même chose en fait. Finalement, on ne s'est pas lancé dans la jeunesse, c'est qu'on est tombé sur des ouvrages Des projets. aussi. On s'est pas dit on va créer une collection jeunesse. On est tombé sur des ouvrages qui nous ont plu et qui rentraient dans ce qu'on aimait. Il se trouvait que c'était des ouvrages jeunesse, donc finalement, effectivement, ça a commencé de mémoire par de la licence des auteurs américains, notamment cette série-ci qui est Amulette, qui est en 8 tomes. donc le 8e tome vient tout juste de sortir. Et après d'autres séries principalement aussi américaines. On a eu quelques créations, dont une des dernières en date était les Super Delta également d'Edouard. Et au Mais mois tout ça, à la base, c'est un projet, c'est le projet d'Edouard, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est pas l'idée. On va faire une collection de jeunesse, de même qu'on décide pas de faire une collection polar ou le reste. Mais vous, il y avait la volonté de faire quelque chose en jeunesse. Oui, moi c'est un truc qui me titille depuis. J'ai démarré à cause de ça, à cause de BD jeunesse. À 8-9 ans, c'est ça que je lisais. Et du coup, ça me titillait très fort déjà depuis longtemps, surtout avec des séries de cartoons américains récentes qui m'ont réveillé un peu cette fibre. Et puis l'envie de le faire avant d'être trop vieux pour se rappeler ce qui me plaisait là-dedans. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment de L'impulsion. tenter. Puis c'est un risque aussi, donc j'avais envie de le faire tant que j'étais pas trop installé. Vous vouliez ajouter? Oui, non, je pensais aussi à un autre titre qui va sortir au mois de janvier, qui est une création, mais d'un auteur italien, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, qui s'appelle Nico et le cœur de Chronos. Et ça illustre aussi la variété de formats, parce que là, ce sera un format qui ressemblera un peu à celui d'Héraclès ou du Roi des Ribauds, en cartonné, en couleur. Voilà, et Amulette, c'est du souple. C'est à chaque fois des auteurs français, des traductions comme Amulette, ou des créations avec des auteurs étrangers. Donc, et dans ce secteur-là, comme disait Richard, c'est juste pas... tiens, si on faisait un livre jeunesse. Et le projet jeunesse nous plaît. De même qu'on a fait des livres sur le cinéma, parce que ça nous plaît, et qu'il y avait des bouquins qui nous plaisaient, et qu'on avait envie de le faire. Donc, pour résumer, quand on dit pourquoi vous faites des livres différents, on dit on fait des livres qui tournent autour de l'image et du texte, et de l'articulation qu'il peut y avoir. Et en plus, les auteurs avec qui on travaille, on a une collection de monographies sur des films, et on a fait faire des couvertures par des graphistes qui travaillent avec nous, des auteurs. Et Edouard, par exemple, va travailler sur un projet d'animation. Donc les frontières sont plus poreuses. Ouais. Et vous m'avez fait découvrir aussi une de vos auteurs américaines hier, Renate Egelmeyer. Renate Egelmeyer, oui, c'est pareil, c'est une auteure donc américaine qui est auteur jeunesse. Et il se trouve en plus que c'est un vrai phénomène éditorial. Aux États-Unis, c'est sans conteste, c'est la plus grande vendeuse de bandes dessinées, loin devant des super-héros. Bonjour, je suis Akileos. Absolument, oui, on l'a contacté de mémoire, oui, on l'avait contacté c'est directement. C'est l'éditeur avec qui on travaillait déjà pour Amulette, l'éditeur scolastique aux États-Unis, qui nous a dit on lance une collection après Amulette, on lance une collection de graphic novel jeunesse. Et donc, il nous a montré son bouquin et on a été tout de suite super séduits. Et donc, on a fait les quatre titres qu'elle a pour l'instant publiés. Et ils nous ont fait confiance parce qu'on avait déjà travaillé avec eux. Et après, Reina est venue en France plusieurs fois. Parce que là aussi, ça fait partie du processus qui est nôtre finalement. C'est que même sur des achats de licences, on fait toujours en sorte d'être au plus près des auteurs. Donc si nécessaire, on se réfère à eux ou on les invite si c'est possible. Mais on ne se contente pas de publier, d'éditer le livre, de passer à autre chose. Non, on essaye quand même de développer, même avec donc des auteurs qui sont à droite, à gauche, très loin, de développer quelque chose d'humain, d'une relation directe.
Et le premier dont vous parliez, c'est Souriez ou voilà, donc c'est une chronique, une sorte de journal intime d'une adolescente avec son appareil dentaire, qui est un peu un deuxième personnage. Oui, c'est une histoire vraie, c'est son histoire à elle. C'est son histoire à elle et elle est... c'est tout public dans le bon sens du terme, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va toucher évidemment les ados qui sont concernés, mais quand on est parent ou qu'on a vécu ça quand on était plus jeune, elle arrive à faire un message universel et avec son trait, et c'est ça qui nous a séduits. Ouais. Voilà, et ben c'était notre livre de conclusion. Merci à tous. Et Merci. puis Merci beaucoup. invite à un autre anniversaire d'Aquileos. Dans 5 ans.